que les soldats montent sur le bateau et donc il y en a un qui pointe son arme sur moi. Et je me souviens, j'ai le laser rouge sur la poitrine et qui me dit « Pose ta caméra, sinon je tire ». J'ai le laser rouge sur la poitrine, il est capable de tirer, je pose la caméra. Yanis Mamdi, j'ai 32 ans et je suis journaliste pour Blast. J'étais un peu en contact avec ces réseaux-là et ils m'ont proposé, ils ont dit qu'ils avaient pour but de prendre un voilier et d'aller en direction de Gaza pour essayer d'apporter un peu d'aide humanitaire. Et surtout, l'idée était vraiment de pouvoir communiquer sur la situation à Gaza et le blocus qui est en cours à Gaza. Donc c'est tout naturellement que moi, en tant que journaliste, je sais pas, j'ai trouvé ça incroyable, cette aventure, de se dire qu'il y avait... parce qu'en fait, c'était 10 humanitaires et on était 2 journalistes, donc il y avait 10 humanitaires qui ont décidé, comme ça, de prendre un voilier et puis de tout faire pour se rendre à Gaza, malgré les risques qu'on sait. C'est pas un événement anodin, c'était très compliqué pour eux d'organiser tout ça, il y avait beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur. Moi-même, du côté de Blast aussi, on était aussi un peu mitigés, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Moi, de par mon expérience l'été dernier que j'avais vécu donc, en Palestine, face à l'armée israélienne et à la police, j'étais plutôt confiant parce que je me disais qu'en tant que journaliste, j'allais possiblement mieux m'en sortir que les humanitaires et qu'ils allaient me relâcher en fait assez rapidement si on se faisait arrêter. Mais oui, c'était très compliqué jusqu'au départ. Moi, mon rôle, il était tout simple. J'étais avec ma caméra et puis je filmais en fait la vie quotidienne de ces gens-là. Donc, j'ai essayé d'avoir des moments d'échange, des moments de partage entre eux, les moments aussi plus techniques sur le bateau. Et puis, j'ai essayé de filmer aussi les réunions qu'ils faisaient par rapport à l'approche et à ce qu'ils allaient faire à Gaza, les moments de communication aussi, parce que c'était un bateau où il y avait beaucoup de gens très suivis sur les réseaux sociaux et ils communiquaient énormément. C'était un moyen pour eux de se protéger en fait. Et puis il y avait, il faut le dire aussi, l'opération, c'était avant tout une opération de communication, c'était symbolique. L'idée était de pouvoir mettre en avant qu'il y avait un blocus à Gaza et donc c'est pour ça qu'ils communiquaient énormément. Et donc voilà, moi avec ma caméra, je filmais un peu tout ça. Et puis il m'arrivait aussi de faire des vidéos pour les réseaux sociaux afin qu'ils puissent exprimer leur point de vue. Donc c'est comme ça que j'ai interviewé Rima, Greta, Thiago, Yasmine, tous les gens un peu de la flottille. Il y a 2 étapes sur le bateau. Donc il y a le départ, il y a les premiers jours où on ne se connaît pas beaucoup, où les gens n'échangent pas énormément. Greta, elle est autiste, donc elle est beaucoup dans son coin. Mais il y a quand même des discussions qui sont faites, notamment sur la question palestinienne, sur la question de Gaza. Et puis on faisait aussi donc, des exercices pour prévoir une éventuelle attaque israélienne, une éventuelle interception de l'armée israélienne. Et puis il y a eu un moment, il y a eu un vrai tournant quand il y a eu cet appel en fait de Frontex qui a indiqué au bateau qu'il y avait un bateau de réfugiés qui était en plein milieu de la mer Méditerranée et notre voilier était le plus proche. Et donc là, à ce moment-là, on est parti pour essayer d'aider ce bateau de réfugiés. Et au moment où on arrive, les gardes-côtes libyens arrivent aussi. Et donc ils ont un bateau beaucoup plus gros, beaucoup plus rapide, donc ils arrivent bien avant nous. Et ils récupèrent l'embarcation remplie de réfugiés. Et puis là, vous avez 4 personnes, 4 réfugiés qui sautent à l'eau. C'est-à-dire qu'ils préfèrent en fait sauter à l'eau. Ils ne savent pas si on va les sauver, ils ne savent pas si on va les secourir. Mais ils préfèrent quand même sauter à l'eau et prendre le risque, mettre leur vie en jeu plutôt que de retourner en Libye. Et à ce moment-là, si vous voulez, sur le bateau, personne n'a parlé. Et tout le monde s'est mis dans le même mouvement pour aider ces gens-là. Et je pense que ça a été un vrai tournant, puisque le soir même après, ces gens-là qu'on a récupérés, ils ont été emmenés en Grèce. Et puis après, on a fait une grande réunion pour rediscuter de tout ça. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pleuré et ça a été un vrai moment où tout le monde s'est rapproché, quoi. On a compris à ce moment-là que tout le monde était dans était dans le même esprit. Tout le monde était dans le même esprit. C'est ça qui est ressorti. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de doute sur les gens et on savait pourquoi on était là. Il faut savoir qu'il y a des règles normalement en mer, notamment pour tout ce qui est question d'interception quand on approche des eaux des pays. Normalement, l'armée est censée faire un appel radio et demander donc au bateau de faire demi-tour puisqu'il s'approche des eaux du pays et donc il n'a pas le droit d'y être. Et l'armée fait un appel radio et demande donc au bateau de faire demi-tour. Là, ce n'a pas été le cas. On a été au courant que l'interception allait provenir donc lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, par les médias, par les déclarations du ministre de la Défense, par les indiscrétions qu'ont eu certains médias israéliens comme Haaretz. C'est le seul moment où on a su qu'il se passait quelque chose. Et même quand on a commencé à avancer, puis d'un coup on a vu beaucoup de bateaux autour de nous, on n'était même pas encore sûr à ce moment-là que c'était les bateaux de l'armée israélienne, tellement il y avait zéro communication qui était faite.
Et puis là, d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y avait en gros 8 gros bateaux au loin. On ne savait pas très bien ce qui se passait. On se demandait si c'était l'armée israélienne ou si c'était des bateaux de pêcheurs égyptiens. Et puis là, d'un coup, je me souviens, j'étais sur le pont et puis là, j'entends un bruit bzzz, 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 bzzz. Et puis je lève la tête, je vois rien, mais je savais que c'était un drone. Donc je commence à crier, il y a un drone, il y a un drone. Et alors je sais pas, peut-être c'était trop sombre ou peut-être qu'il avait un mode camouflage, j'en sais rien, mais on le voit pas. Donc on entend, et puis là on commence à se dire qu'il faut tous se réfugier sous le cockpit, et puis d'un coup, là c'est les images que tout le monde a vues, le drone commence à balancer une espèce de liquide blanc. Nous au départ on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est de la peinture, on ne sait pas trop, mais ce qui est sûr c'est que ça a pour but de complètement nous troubler et ça a marché. Puis on entend un second drone qui commence à émettre une espèce de bruit sourd, une espèce de bourdonnement. À ce moment-là, tous nos sens sont troublés, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Des grosses lumières commencent à apparaître, donc là c'est les Zodiacs de l'armée israélienne qui commencent à arriver. Et puis donc les soldats commencent à parler et puis demandent aux membres du bateau de poser leur téléphone et de mettre les mains en l'air. Moi je continue de tenir la caméra pour essayer de filmer le maximum. Et puis là d'un coup donc les soldats montent sur le bateau et donc il y en a un qui pointe son arme sur moi. Et je me souviens, j'ai le laser rouge sur la poitrine et qui me dit pose ta caméra sinon je tire. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est j'ai posé ma caméra. J'ai même pas voulu essayer. Je sais de quoi ils sont capables. Je sais que quand il me dit pose ta caméra ou je tire, c'est pas juste une menace en l'air. Je sais qu'ils sont capables de tirer. Donc je n'ai même pas cherché à négocier. J'ai posé immédiatement ma caméra et puis j'ai mis les mains en l'air comme tout le monde. Mais sur le moment, je réalise pas. Je ressens pas. Dans mon souvenir, j'ai pas le sentiment d'avoir eu une peur, d'avoir eu peur et vraiment de m'être senti, d'avoir une montée d'adrénaline ou quoi que ce soit. Je me souviens juste que je me suis dit, j'ai le laser rouge sur la poitrine, il est capable de tirer, je pose la caméra. J'ai récupéré l'essentiel de toutes les vidéos que j'ai tournées. J'ai récupéré aussi mon téléphone. J'ai fait analyser mon téléphone là au retour pour voir s'il y avait un logiciel espion dedans. Il semblerait qu'ils aient rien trouvé. L'explication, je ne l'ai pas. J'ai une théorie, mais je ne sais pas si elle est bonne. Pour moi, je pense qu'en fait, l'armée israélienne, enfin Israël de manière générale, ils étaient tellement concentrés sur Rima, Greta, Thiago et Yasmine, qui étaient vraiment les 4 figures de proue du bateau, qui étaient des influenceurs, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, même des millions d'abonnés pour Greta, parce qu'elle a 15 millions d'abonnés sur Instagram. Ils étaient tellement concentrés sur eux, et puis ils avaient eu l'impression que toutes les vidéos du bateau étaient sorties, parce qu'ils se filmaient sans cesse en fait, que je pense qu'ils n'ont même pas capté que moi, en tant que journaliste, j'avais filmé des images inédites, que j'avais des choses que potentiellement les influenceurs n'avaient pas, et puis je pense qu'ils ont sous-estimé l'impact que ça pourrait avoir pour plus tard. Donc ils ont saisi tout mon matériel, ils l'ont mis dans des sacs immédiatement, et puis c'est tout. Et puis j'ai pu tout récupérer, notamment aussi grâce à mon avocate. Pourquoi je n'ai pas signé le document? Tout d'abord, il faut revenir au moment de l'interception. Il faut savoir que quand l'armée israélienne intercepte le voilier, on est à 200 km de la bande de Gaza, et donc on était dans les eaux internationales. Donc l'armée israélienne est venue saisir le voilier dans les eaux internationales, est monté sur le bateau, nous a arrêtés et puis a emmené le bateau de force dans le port d'Ashdod, qui est un port israélien. Donc ils nous ont emmenés en fait de force dans les eaux israéliennes, sachant que nous la direction c'était Gaza et à Gaza c'est pas les eaux israéliennes, c'est les eaux palestiniennes. Et une fois que vous arrivez là-bas, ils vous demandent, une fois qu'on est arrivé au port, ils nous demandent est-ce qu'on veut rentrer vite. Ils jouent là-dessus sur le fait qu'on ait envie de rentrer et ils vous demandent de signer une feuille où il est marqué que vous êtes rentré illégalement sur le territoire israélien. En référence à un article de loi dont on ne voit même pas ce que c'est, on ne sait même pas à quoi fait référence l'article de loi. Et donc, si vous signez la feuille, vous êtes d'accord pour dire que vous êtes rentré illégalement en territoire israélien, ce qui n'était pas le cas. Et en plus de ça, vous avez une interdiction de territoire de 100 ans. Donc moi, déjà, rien que pour ça, je ne voulais pas signer. Et puis surtout, c'était faux. Je ne m'étais pas introduit illégalement dans les territoires israéliens. On m'avait emmené de force en Israël, donc je n'avais pas à signer cette feuille. Et puis après, au commissariat, c'était la même chose en fait. Ils voulaient absolument qu'on signe la feuille. Donc à un moment, je me suis dit, s'ils veulent tellement que je la signe, bah, je ne vais pas la signer en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Ils insistaient tellement pour qu'on la signe. Et je me suis juste dit, je ne vais pas la signer. Puis je vais défendre mon cas devant un juge et peut-être que je vais mieux m'en sortir que les autres. Et puis mon avocate m'a dit que c'était une bonne chose aussi de ne rien signer parce que pour eux, c'était une preuve. En fait, c'est fou quand on y repense. C'est-à-dire que il y a beaucoup de membres du bateau qui parlent d'enlèvement, mais c'est pas faux. Ils sont venus nous chercher dans les eaux internationales, ils ont intercepté le bateau, il y en a qui parlent même d'actes de piraterie. Ils ont intercepté le bateau, ils sont montés, ils nous ont arrêtés, ils nous ont empêchés de faire quoi que ce soit, ils nous ont fait changer de direction, ils nous ont emmenés de force dans le port d'Ashdod, ils nous ont emmenés de force en Israël. Et puis après, ils vous demandent de signer un papier pour dire que vous vous êtes introduit illégalement sur le territoire israélien. Donc forcément que je n'allais pas signer ce papier-là.
Une fois qu'on arrive au port, on est vraiment traités comme des criminels, c'est-à-dire qu'on est encerclés par la police, ils nous prennent un par un, ils fouillent nos affaires minutieusement, et puis ils nous demandent si on veut regarder un film sur le 7 octobre pour comprendre pourquoi ce qu'on avait fait c'était mal. Ce à quoi on a tous, il me semble, dit non. Et puis après, ils vous mettent, pour bien vous faire comprendre que vous êtes un criminel, pour nous emmener jusqu'au commissariat, ils vous mettent dans un fourgon cellulaire où l'espace, si vous voulez, entre le dossier du siège et la porte est comme ça. Il n'y a pas de lumière et vous avez du mal à respirer. Et quand vous leur dites j'ai du mal à respirer ou je me sens pas bien, ils s'en foutent. Alors, il faut savoir que le bateau, il est intercepté par l'armée israélienne aux alentours de 2 h du matin lundi. Et qu'on arrive à la prison de Givon mardi à 6 h du matin. Donc on a eu tout ce laps de temps où on n'a pas dormi, on n'a rien mangé, on a très peu bu. Et donc quand j'arrive à la prison de Givon, je me souviens, je suis juste extrêmement fatigué. Tout simplement, j'ai même pas le temps de réaliser là que je suis en prison. Je veux juste m'allonger et dormir, tout simplement. Alors dans la prison, les conditions, elles étaient quand même très difficiles, sur plusieurs aspects. D'abord sur l'aspect psychologique. Leur idée à eux, c'était vraiment de nous faire payer ce qu'on avait fait. Le fait d'être monté sur le bateau et de vouloir se rendre à Gaza, pour eux, c'était un acte criminel. Donc quand on est arrivé en prison, déjà on était mis à part, on n'était pas avec les autres prisonniers. Ensuite, on avait des tenues spécifiques, voilà, que n'avaient pas les autres prisonniers. Les autres prisonniers, généralement, soit ils avaient leurs affaires, soit ils avaient la fameuse tenue orange de prisonnier. Et puis, on n'avait accès à rien. Là où dans les autres cellules, ils avaient la télévision, ils avaient leurs affaires, ils avaient également de quoi passer le temps, c'est-à-dire de quoi bouquiner, etc. Nous, on n'avait rien. On n'avait pas accès à l'information, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas la possibilité d'avoir un livre. On n'avait même pas la possibilité d'avoir un petit bout de papier et un stylo pour écrire, parce que je me souviens que mon avocate m'a donné un bout de papier et un stylo et que ça m'a été arraché des mains par l'un des gardes de la prison parce qu'il m'a dit que je n'avais pas le droit. Le but pour eux, c'était vraiment de nous torturer psychologiquement, on n'avait plus de notion d'espace et du temps. C'est-à-dire on ne savait plus quelle heure il était exactement, on ne savait pas ce qui se passait dehors, on n'avait pas accès à nos proches, alors que normalement, selon les droits des prisonniers, on doit pouvoir passer des coups de fil. Là, ce n'était pas le cas. On voyait très peu nos avocats. C'était très difficile pour eux d'avoir accès à nous. Donc c'était vraiment, vraiment très compliqué. Et puis tout ce qui est la question de l'hygiène, c'est très difficile aussi de dormir, parce qu'il y avait énormément de punaises de lit. Et donc les punaises de lit, elles craignent la lumière. Donc nous, ce qu'on faisait le soir, c'est qu'on laissait les lumières de la cellule allumées, mais ce n'était pas des petites lumières, c'était des grosses lumières. Et donc c'était très difficile pour nous de bien dormir, et ça troublait aussi notre notion du jour et de la nuit. Donc voilà, c'était vraiment une espèce de torture psychologique qui nous était infligée. Les gardes aussi nous disaient qu'on allait rester ici 1 mois, 2 mois, qu'on n'aurait accès à rien. Et puis qu'on était... Enfin vraiment, ils insistaient sur le fait que ce qu'on avait fait, c'était inacceptable. Moi, il y a un des gardes qui m'a dit que pour lui, ce qu'on avait fait, c'était comme si on avait voulu tuer des gens. Qu'on était complètement dans le faux, qu'on ne comprenait pas du tout ce qui se passait à Gaza, qu'il y avait de l'aide humanitaire et que tout le monde mentait, sauf Israël. J'ai pas été placé à l'isolement. On a eu une personne, nous, on était séparés, hein, les filles et les garçons, donc on était 6 garçons dans la cellule. On a eu Thiago qui a été placé à l'isolement parce que lui, dès le début, il a entamé une grève de la faim. Et donc il a été placé à l'isolement et ça lui a valu aujourd'hui d'avoir la gale. Voilà, la cellule d'isolement est très très sale. Il nous a parlé de souris, de rats, d'excréments, d'odeur d'urine forte, pas de lumière du jour. Et quand il est revenu, malheureusement, il a eu une infection de la peau, donc il a eu la gale. Il faut savoir que nous, de l'intérieur, on avait très peu d'informations, hein. Moi, je ne savais pas ce qui se passait à l'extérieur, je ne savais pas si les gens étaient mobilisés. Pour mon avocate, c'était très difficile pour elle. Et pourtant, elle est habituée à de nombreux cas. Elle défend aussi les Palestiniens qui sont illégalement arrêtés par Israël. Mais c'était très difficile pour elle d'avoir accès à nous et c'est très difficile pour elle d'avoir des réponses sur ce qui allait se passer par la suite, si on allait être expulsé rapidement, dans quelles conditions. Et puis surtout, au niveau du jugement, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est arrivé devant une juge. Moi, mon avocate, elle a bien défendu mon cas, comme quoi, déjà j'étais journaliste, mais ça, il ne voulait pas l'entendre. Elle a défendu le fait qu'on s'est fait arrêter dans les eaux internationales, mais ça, il ne voulait pas l'entendre non plus, parce que selon mon avocate, la juge a bien spécifié que pour elle, on a été arrêté dans les eaux israéliennes. Donc il y a même toute une procédure judiciaire qui est fausse, qui est erronée. Enfin, il n'y avait rien de... Enfin, on n'était pas du tout dans un état de droit.
Et nos droits à nous n'étaient pas respectés. Et nous défendre, c'était vraiment difficile pour nos avocats de nous défendre. Je sais que la France avait énormément la pression. De ce que j'ai compris, ils avaient énormément la pression sur le fait qu'il fallait nous sortir vite. Si ça tenait qu'à la France, on serait sorti juste après notre arrestation. Le consul d'ailleurs a tout fait pour qu'on signe la feuille de papier pour pouvoir en fait nous extrader très rapidement d'Israël. Le problème, c'est que la France, ils étaient confrontés donc à un pays qui ne voulait rien savoir et qui était dans une opération de communication et dans une opération de force. Israël voulait montrer qu'on n'a pas le droit de prendre un bateau. Alors que c'est... Juste, je vais revenir sur le bateau, je veux juste dire un truc, c'est que l'action qui a été menée par les humanitaires, elle est complètement légale. Au niveau du droit international, au niveau du droit humanitaire, ils avaient tout à fait le droit de prendre un bateau et de se rendre à Gaza. Des rapporteurs de l'ONU ont bien spécifié qu'il fallait que le bateau puisse arriver à Gaza. La France a bien dit aussi qu'il fallait que le bateau puisse arriver en sécurité à Gaza. Les seuls qui étaient contre cela, c'était Israël. Et donc, Israël, face à l'opération de communication qui était menée par les humanitaires, a voulu faire une contre-communication. La première étape était de dire on les a arrêtés tranquillement et puis on les traite bien, même s'ils sont en prison. Et puis la deuxième étape était de dire on ne peut pas décider de se rendre à Gaza comme ça. Donc en fait, la France, elle avait quasiment aucune marge de manœuvre face à Israël qui décidait de tout. Moi, quand j'ai été extradé en Jordanie, la France a demandé à pouvoir m'accompagner elle-même en Jordanie pour pouvoir me prendre en charge, etc. Et Israël a dit non. Quand elle a demandé aussi, après qu'Israël ait bombardé l'Iran, la France a demandé à ce que je sois emmené à l'ambassade française pour être en sécurité, parce qu'il faut savoir que les ambassades, c'est des territoires extérieurs, donc on n'est plus dans les territoires nationaux. Israël a dit non, parce qu'il ne voulait pas que, en gros, on puisse penser que quand on monte sur un bateau comme celui-ci qui se rend à Gaza, il ne voulait pas qu'on puisse penser qu'après on puisse être libre très rapidement. Pour eux, il n'y avait qu'une solution, c'était m'expulser, et c'était eux qui devaient le faire, m'expulser d'Israël. Le voilier, il avait le droit de faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il avait, en termes de droit international, de droit humanitaire, c'était complètement légal leur action, mais ça, Israël ne voulait pas l'entendre. Pour eux, c'était une action criminelle de vouloir se rendre à Gaza. Moi, je devais rentrer vendredi 13 juin. On était les deux derniers avec Pascal Morieras et moi-même. Et puis je me souviens que lundi matin, le chef de la prison rentre dans notre cellule et nous dit que tous les vols sont annulés et qu'on ne peut pas partir. Et là, vraiment, ça a été l'un des moments les plus difficiles pour moi, je pense. Je me suis mis à crier, j'ai tapé sur les portes, je disais qu'ils n'avaient pas le droit de me garder ici, qu'il fallait qu'ils me laissent sortir. Puis j'avais peur, surtout, j'ai énormément stressé parce que là, si l'espace aérien était fermé avec ce qui se passait, j'avais peur de jamais pouvoir, enfin, de pas pouvoir rentrer avant un moment surtout. C'est ça qui m'a le plus effrayé. Il faut savoir que j'ajoute que à partir du moment où Israël est entré en guerre contre l'Iran, la donne a complètement changé dans la prison. Donc, le pays était fermé et c'était pareil pour la prison. Donc j'avais pas le droit de voir mon avocate, j'avais pas le droit de voir le consul, je n'avais le droit à rien, tout simplement. Parce que, comme il disait, Israël était en guerre, donc et à ce moment-là, ils avaient tous les droits sur nous. C'est-à-dire qu'ils pouvaient vraiment nous demander n'importe quoi. Et ils en ont profité. Ils sont venus dans la cellule, ils marchaient sur nos matelas, ils sont venus aussi, ils mettaient les pieds sur les chaises, on leur disait qu'ils sont en train de salir, ils disaient c'est pas grave, vous allez nettoyer. Leur comportement, il a vraiment changé à partir de ce moment-là. Je suis désolé, je m'en rappelle maintenant. Des fois, ça vient après. Et, et puis surtout, ils ont essayé d'exercer des moyens de pression sur nous. Nous, en fait, dans notre cellule, il y avait un des prisonniers, un des membres du bateau, qui avait fait des dessins sur les murs, qui avait dessiné le bateau, des arbres, il avait marqué paix, free, Palestine. Et, le chef de la prison est venu nous voir et nous a demandé si on pouvait repeindre la prison. Ce à quoi on lui a répondu bah, si tu veux qu'on repeigne les murs de la prison, tu dois nous donner quelque chose en échange. On n'est pas des esclaves. Donc donne-nous des livres, donne-nous de quoi passer du temps et on repeindra les murs de la prison. Il a refusé. Il nous a dit que si on ne repeignait pas les murs de la prison, il nous enlèverait donc la sortie de 45 minutes qu'on avait tous les jours, la sortie quotidienne qu'on avait. Ce qu'on a refusé, nous on a dit qu'on s'en foutait de la sortie quotidienne. On avait déjà accès à rien, on n'avait rien. C'est pas une sortie de 45 minutes qui allait changer quoi que ce soit. Donc on a refusé et il nous a émis un jugement. Il nous a ramenés, il nous a menottés,
Et en fait, il avait le pouvoir à ce moment-là d'émettre des jugements sur nous, etc., des vrais jugements. Et donc, il avait mis un jugement comme quoi on n'avait plus le droit à la sortie quotidienne, jusqu'à qu'on sorte de la prison. Alors, on a été envoyé en Jordanie, puisqu'il n'y avait plus de vol, tout simplement. L'espace aérien était complètement fermé. Même les vols de rapatriement, de ce que nous a dit le consul, Israël ne les souhaitait pas. Donc, c'était pas possible pour eux d'émettre un vol de rapatriement d'urgence pour nous. Et donc, la solution qui a été trouvée, ça a été de nous expulser, de nous extrader. J'aime pas dire expulser, parce que ça voudrait dire qu'on est vraiment entré illégalement en Israël, alors que c'est eux qui nous ont forcés à rentrer sur leur territoire. Mais la seule solution qui a été trouvée, ça a été de nous emmener en Jordanie, et donc de par la Jordanie, de pouvoir prendre un avion et de rentrer en France. Donc, quand je suis rentré en France, j'ai demandé à ce qu'il y ait juste mes proches et mes amis pour avoir le temps de les retrouver. Sur le soutien politique, de ce que j'ai vu, excepté la France Insoumise, je n'ai reçu aucun soutien politique d'aucun autre parti. J'ai dû voir un tweet de Marine Tondelier qui disait, qui exigeait ma libération. Mais sinon, je sais que, et je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais je sais que la France Insoumise a énormément fait pour ma libération. Je sais que des députés comme Éric Coquerel, Clémence Guettet ont souvent été en contact avec le Quai d'Orsay, David Guiraud aussi. Je sais qu'ils ont poussé pour pouvoir me faire libérer. Et puis surtout, j'ai eu l'impression qu'ils ne l'ont pas fait ils l'ont pas fait de sorte à créer quelque chose politiquement et à se mettre en avant. J'ai eu l'impression qu'ils exigeaient vraiment ma libération. Mais à part la France Insoumise, j'ai pas eu le sentiment qu'il y ait d'autres partis politiques qui soient vraiment mobilisés pour ma libération. Thomas Porte aussi, je sais qu'il a beaucoup fait, Clémence Guettet. Enfin, c'est des gens qui ont beaucoup fait pour moi. Il y a eu les répliques, il y a eu RSF. Après, il y a eu une tribune qui a été faite en mon nom, où il y a eu les sociétés de journalistes consignés. Il y a eu beaucoup de journalistes consignés en leur nom propre. Ça a mis du temps. Je sais qu'il y a une bataille qui a été menée par Blast là-dessus aussi pour pas qu'on me dénigre mon statut de journaliste. Mais en fait, moi, je m'en fous. C'est-à-dire que je m'en fous de ce que peut penser 90% de la profession, comme je l'ai dit, qui travaille pour des médias qui sont tenus par des milliardaires, dont leur seul but est d'étendre leur influence. Donc en fait, c'est des gens qui servent des riches propriétaires, qui leur permettent de s'enrichir. Donc la question est qui est militant? Moi, je suis journaliste indépendant, je fais les sujets que j'ai envie de traiter, j'ai un engagement, j'ai une certaine subjectivité. Là-dessus, j'ai pas de problème, mais je suis totalement indépendant et je travaille pour la société française, je travaille pour les citoyens qui nous rémunèrent via les abonnements à Blast. Donc je pense que je suis beaucoup plus journaliste que 90% de la profession. Bon, faut pas le dire à ma mère, mais oui, je le ferai sans hésiter, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'il faut se rendre compte quand même. Moi, là, j'ai commencé à regarder mes images et tout. Euh, En fait, c'était une aventure quand même humaine incroyable. C'est-à-dire que j'étais avec des gens qui ont décidé de monter sur un bateau et d'essayer de se rendre à Gaza. Moi, j'avais ce petit espoir aussi qu'on puisse arriver à Gaza, quoi, parce qu'il faut savoir qu'à Gaza, au-delà du blocus qui est imposé par Israël, il y a aussi un blocus informationnel, c'est-à-dire qu'aucun journaliste extérieur n'a le droit de se rendre à Gaza. Et donc, j'avais aussi ce petit espoir de fouler la terre et de pouvoir ramener mes propres images là-bas et pouvoir documenter ce qui se passe vraiment. Donc, si c'était à refaire, oui, je le referais sans problème. Et juste, j'ajoute qu'il y en a, enfin, je sais pas si on l'a assez dit, mais moi, par exemple, celui avec qui avec qui je suis rentré, Pascal, il l'a déjà fait. Il l'a fait déjà en 2018. C'était dans les mêmes conditions. Il a été détenu 4 jours et là, il est revenu en 2025. Il est remonté sur le bateau. Donc, c'est des gens quand même avec une certaine résilience, avec une certaine, comment dire, une certaine combativité qui est quand même admirable. Parce que c'est pas facile, honnêtement. Et je sais que les conditions dans lesquelles on était dans les prisons, c'était rien comparé aux conditions des Palestiniens qui, eux, sont violentés, sont humiliés, sont insultés, ils sont privés de tous leurs droits. Il y a eu même des cas de viol, de la torture. Je sais que nous, on n'a rien subi de tout ça et qu'on est très chanceux par rapport à tout ça. Mais ça reste quand même des conditions difficiles. Et il faut, je dois l'admettre, de la part des humanitaires, un certain courage pour faire ce qu'ils ont fait. Moi, depuis le début, j'essaie de documenter au mieux ce qui se passe en Palestine, j'essaie de documenter au mieux la colonisation. Je l'ai fait l'été dernier, je me suis rendu en Palestine. J'ai un film documentaire qui va bientôt sortir là-dessus. Je le fais aussi à distance. On a aussi un correspondant, nous, à Gaza, Mohamed El Saïf, qui travaille pour nous.
Ce qui est sûr, c'est qu'Israël, qui se targue d'être une démocratie, le traitement qu'ils font aux journalistes, c'est quand même un bon indicateur de la démocratie qu'ils sont. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance, je suis journaliste français, donc j'ai fini en prison. Comme j'ai dit, j'ai pas été torturé, j'ai pas été violenté, j'ai pas subi d'humiliation autre que les petites tortures psychologiques qu'ils nous faisaient. Mais les journalistes palestiniens, eux, ils sont tués. Ils sont tués pour faire leur travail. À Gaza, ils sont tués. Dans les territoires occupés, ils sont tués. Et ils sont visés délibérément par Israël parce qu'ils sont journalistes. Il y a eu de nombreux cas qui ont été documentés, aussi bien à Gaza que dans les territoires occupés. Donc il faut bien comprendre qu'avec Israël, quand on est journaliste, c'est soit on finit en prison, soit on est tué. Et il est là le vrai problème. J'essaye de reprendre ma vie d'avant. Le seul truc, moi, maintenant, qui me fait un peu peur, c'est que moi, j'ai toujours eu cette volonté. C'est-à-dire qu'à Blast, on est quand même un peu exposé, mais j'alimentais pas énormément mes réseaux sociaux, et puis j'étais pas dans une volonté d'être mis en avant plus que ça, parce que ça me permettait, en tant que journaliste d'investigation, de rencontrer des personnes importantes sans que ça puisse les déranger. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai que là, pour le coup, je me suis un peu cramé. Mais mon seul but aujourd'hui, c'est de retourner à la vie que j'avais avant. Moi, je suis opposé à la starification qui peut être faite des gens de la flottille. Bien sûr, c'était une action d'une certaine manière héroïque, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le bateau, il avait qu'un but, c'était aller à Gaza, et c'était de mettre en lumière ce qui se passait à Gaza. Donc, moi, j'aimerais juste qu'on continue de parler de Gaza, qu'on n'oublie pas Gaza, qu'il y a un génocide en cours, qu'il y a des gens qui subissent la famine, qui perdent tous les jours des proches, qui sont tués. Et ça, c'est le plus important.